Salut à tous. 17 avril 2016, le monde entier célèbre une nouvelle édition de la journée mondiale de l'hémophilie. Et oui, chez certains, c'est certainement pour la première fois qu'ils entendent cela, hémophilie. Brièvement, je peux vous dire que c'est une maladie du sang rare, mais qui existe au Bénin. Nous avons des hémophiles sur le plateau. Nous avons également les membres de l'association de l'hémophilie ou des hémophiles sur le plateau. Nous avons des médecins, biologistes, spécialistes des maladies du sang qui sont sur le plateau pour nous donner des précisions sur cette maladie-là. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui face à vous, chers téléspectateurs. Merci pour avoir pris le rendez-vous. Alors, je vais les présenter ou je vais simplement leur laisser le soin de se présenter. Monsieur le directeur, bonjour, bonsoir, présentez-vous. Merci Madame la journaliste, merci de m'accueillir une nouvelle fois sur votre plateau. Je suis donc le docteur Ludovic Anani. Je suis le chef du service des maladies du sang et du laboratoire d'hématologie du CNHU. Du CNHU. Du CNHU, oui. Ok, d'accord. Et en même temps, le directeur général de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Tout à fait. Ça se complète. Ça se complète. Ça se complète. Ok. Madame. Bonjour Madame. Oui. Je vous remercie. Je suis Madame Chimène Vignon, directrice d'entreprise spécialisée dans les BTP. Je suis la présidente de l'association béninoise des hémophiles. Des hémophiles. Oui. Ok, bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez certainement constaté autour d'eux, il y a un public de spécialistes également d'hémophiles, comme j'ai eu à le dire à l'entame de l'émission. Nous allons d'abord suivre ce reportage qui nous informe un tout petit peu, je dirais, sur la maladie, avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire, presque inconnue, mais pouvant être fatale. Les sujets qui sont atteints de cette maladie, lorsqu'ils se blessent, lorsqu'ils saignent, ce saignement met du temps à s'arrêter, ou alors ce saignement peut même ne pas s'arrêter et conduire à des circonstances très fâcheuses. Les hommes, eux, seront atteints de cette maladie lorsqu'ils sont porteurs de cette anomalie génétique. Par contre, les femmes, lorsqu'elles ont cette anomalie génétique, elles ne seront que des conductrices. Elles vont transmettre la maladie sans être malades. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays dans lesquels on enregistre des hémophiles. Nous avons sensiblement près d'une cinquantaine d'enfants ou de patients hémophiles qui sont actuellement suivis par nous. Le diagnostic est le point de départ d'un projet thérapeutique qui peut se révéler très coûteux dans l'environnement béninois. On estime annuellement la prise en charge d'un hémophile de l'ordre de 70 000 € à 300 000 €, ce qui nous fait des chiffres de l'ordre de la quarantaine de millions jusqu'à près de 300 et quelques millions. Ce n'est pas disponible. Ce dont nous disposons sous nos yeux pour prendre en charge ces patients, c'est le plasma frais. Dans chaque foyer, la maladie est constatée d'une manière différente. Le point commun est l'écoulement sans arrêt du liquide sanguin. Mon enfant a été circoncis à l'âge de 2 ans. Donc, je ne savais même pas qu'il était hémophile. On a tout fait, le sang n'a pas coupé. Dans le temps, j'ai dépensé au moins 300 à 50 000. Pour seulement la circoncision que j'ai fait à 5 000 dans le quartier, chez un médecin. C'est grâce aux déchirures qu'il a eues à la maison que le sang coulait. Et je ne savais pas que c'était hémophilie. Nous sommes allés à l'hôpital Kangezo. C'est pas là qu'il nous disait qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas traiter le cas, que de venir à CNHU. Et depuis le jour où j'ai mis pied à CNHU, vraiment, si je veux dire, l'argent que j'ai dépensé, je suis déjà dans les 600 et quelques mille pour le cas de mon enfant. Aujourd'hui, une association béninoise des hémophiles a vu le jour et pourra l'accompagner dans la prise en charge de son enfant. Voilà, retour sur le plateau. Monsieur le directeur, je m'en vais en même temps vous demander, parce que même après avoir suivi cet élément, certains se posent toujours des questions. Hémophilie, est-ce que ça existe? Comment ça se transmet? Est-ce que c'est transmissible sexuellement ou comment? Donnez-nous quelques précisions. Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. L'hémophilie, c'est une maladie hémorragique héréditaire. Héréditaire. Voilà, donc on hérite cette maladie-là des parents. Les parents ont une mutation au niveau d'un gène, et puis l'enfant hérite de cela et peut tomber malade. Alors, la transmission se fait de manière récessive. Ça veut dire que
pour pouvoir manifester la maladie, il faut être homozygote, c'est-à-dire avoir une double dose de l'anomalie. Et d'un autre côté, le gène qui ne fonctionne plus, qui est concerné, se retrouve sur les chromosomes sexuels. Comment traduire cela dans nos langues? Je ne sais pas comment le dire, mais le chromosome XY, quand on est un homme, Oui. au niveau génétique, ça veut dire qu'on a un chromosome X et Y. Mais quand on a une femme, on a un chromosome XX. D'accord? Oui. C'est au niveau de ce chromosome X que le gène qui détermine la capacité de produire ce qui manque et qui fait que le saignement ne s'arrête plus. C'est sur ce chromosome que le gène qui est responsable de la production de ce facteur-là, se trouve. Et donc, si ce gène-là ne fonctionne plus ou bien est enlevé pour une raison ou une autre, il y a un facteur un facteur protéique qui se trouve au niveau de notre sang, dont la production est assurée par ce gène-là. Ce facteur, si le gène est muté, n'existe plus. Et donc, quand on se blesse, le processus de coagulation du sang ne peut plus aller jusqu'à la production de ce qu'on appelle la fibrine et qui permet que le sang s'arrête. On dit que ces hémophiles-là n'ont pas de coagulants dans leur sang. Il manque exactement de ce qu'on appelle le facteur protéique 8 ou anti-hémophilique A, ou bien alors c'est le facteur anti-hémophilique B, ou bien le facteur 9. C'est soit le 8, soit le 9 qui sont à la base de la coagulation normale. Okay. Donc, quand la production ne se fait plus, donc quand ça manque dans l'organisme, quand ça manque, on ne peut plus coaguler. On parle donc d'hémophilie A quand c'est le facteur 8 qui manque. On parle d'hémophilie B quand c'est le facteur 9 qui manque. Est-ce que les deux peuvent manquer chez une seule personne? On n'en a pas souvent parlé. Mais ce que nous avons constaté, ce qui est constaté, le déficit du facteur 8 est beaucoup plus fréquent que le déficit du facteur 9. Mais pourquoi cela? Bon, je ne peux pas dire pourquoi ils s'entendent ainsi, mais c'est un constat qui a été fait. Ça a été fait aussi bien au niveau de l'Europe qu'au niveau de l'Afrique. Et on a à peu près 7% de déficients en facteur 9 et tout le reste pour le facteur 8. Facteur 8. Mais et à travers le reportage, on a eu le docteur Ozo, qui est également sur le plateau, qui a dit que ce sont les femmes qui sont porteuses. Bon, pas de grossesse, mais là, de ce mal-là, de cette maladie, les conductrices de l'hémophilie ou quoi. Voilà. Je vous avais dit que c'est au niveau du chromosome X que cela se passe. Chez la femme, nous avons 2 chromosomes X. C'est ça qui détermine le sexe féminin. Alors que chez l'homme, nous avons un chromosome X et un chromosome Y. Donc, au niveau de la femme, quand la mutation existe sur un chromosome X, le second chromosome X, le gène qui est sur le second chromosome X compense l'activité du gène déficient. Donc, la femme ne fait pas souvent la maladie, mais elle est porteuse. Ah bon, nous avons une femme porteuse ici. Madame, déjà, comment vous vous portez? Je me porte très bien. Pas de manifestation de cette maladie-là? Non, madame. À votre niveau, mais vous avez un enfant? J'ai un enfant hémophile. Comment cela s'est passé? Ça dit que c'est pendant l'accouchement que... Non, non, comment... non. L'enfant hérite de cela. Simplement. Hérite de cela. Et quand il a un garçon, son chromosome X, qu'il a hérité de chez sa mère, qui est porteuse, son chromosome, il n'a plus le gène qui va présider à la production du facteur 8 ou du facteur 9. Mais le second chromosome Y, n'ayant pas de possibilité de compensation, le déficit est là, constaté, et puis manifeste la maladie. D'accord. Mais je dois dire quand même que nous avons plusieurs niveaux de déficit. Le déficit peut être sévère quand la quantité, l'activité du facteur 8 est inférieure à 1%. Le déficit est modéré quand le déficit et l'hémophilie est modérée, quand le déficit et l'activité est comprise
entre 1 et 5%. Bon, là, ce sont des thèmes vraiment techniques. D'accord, On préfère laisser tomber. Donc, on dit qu'il y a des formes sévères, des formes modérées et puis des formes mineures. Mineures, Voilà. d'accord. Mais à votre niveau, vous avez quelle forme? Je ne suis pas hémophile, madame. Ouais, Ce sont voilà. les hémophiles qui sont catégorisés Voilà. de cette manière. Voilà. Mais c'est votre garçon qui est hémophile ou votre fille? Vous avez quel enfant? Une fille ou un garçon? Un garçon. Et ce sont les garçons uniquement Qui font la maladie, Ah qui bon? manifestent la maladie. Parce que le déficit qui est au niveau, le gène qui n'est plus fonctionnel au niveau du chromosome X de l'homme ne peut pas être compensé par le chromosome Y, puisque le chromosome Y ne porte pas ce gène-là. Mais par contre, chez les filles, généralement, le second chromosome X a un gène qui est fonctionnel et qui compense la productivité, la production du facteur 8 manquant sur le D'autant gène. plus que nous avons 2 X. Voilà, nous avons 2 Et X. vous, Voilà. et les hommes, XY. Voilà. Ok. Voilà, Ben, c'est ça. là, ça veut dire que madame peut accoucher d'une fille, mais elle peut être porteuse comme elle peut ne pas être porteuse. Voilà. Mais elle n'aura pas à manifester le mal. Voilà, ouais. Oh. Alors là, mais, madame, dites-moi un peu, votre enfant aujourd'hui, comment il se porte? Comment est-ce que vous avez pu constater? Nous avons pu avoir des parents à travers le reportage qui nous ont dit comment ils ont eu, pour la première fois, constaté la situation. Expliquez-nous un peu votre cas. Merci, madame. J'ai su que mon enfant était hémophile quand il avait 1 an. 1 an. 1 an. Mais déjà à 20 jours de sa naissance, il portait déjà un hématome sur la tête. Donc on ne comprenait rien. Je l'ai amené à l'hôpital et c'est là, le médecin qui nous a reçus nous a dit que c'était une infection. On a traité l'infection pendant un bon moment, mais ça n'a pas disparu. Un moment après, suite à un hématome aussi à la nuque, il est tombé et puis sa tête a commencé par s'enfler. On a incisé la tête 2 fois successivement. Et cette tête-là ne s'est pas cicatrisée très tôt. Il nous a fallu au moins 6 mois pour que la plaie se cicatrise. Ça n'a pas été facile du tout. Donc c'est suite à ça on est venu au CNHU. On a d'abord fait le tour des hôpitaux à Cotonou. On est allé au CNHU, on a fait des analyses. C'est suite à ça qu'on a déterminé qu'il était hémophile. Donc je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais là, monsieur le directeur, elle a dit que même dans le rang des agents de santé, il y a certains qui ne connaissent pas encore la maladie. Justement, la maladie n'est pas D'autant bien plus connue. que l'enfant a été traité, bon, le mal n'a pas été diagnostiqué. Oui, effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé. Et on en parle quand on forme les médecins, mais bon, comme ce n'est pas fréquent, ils oublient et puis ils n'y pensent pas. Donc là, maintenant, l'association a été mise en place pour que nous fassions une certaine promotion, une certaine vulgarisation, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau des agents de santé, pour qu'ils sachent que cela existe. Donc là, est-ce que cela peut un peu expliquer les raisons pour lesquelles parfois on demande aux parents de certains malades allez acheter du sang, on transfuse, mais jamais ça ne s'arrête. Justement. Et là, on dit, bien là, c'est la tante du village. Effectivement, c'est une maladie héréditaire. Donc, plusieurs enfants qui vont naître dans une famille peuvent avoir ce problème. À force d'avoir des enfants qui décèdent successivement, on finit par accuser une tante quand on ne sait pas ce qui se passe. Or, c'est une maladie héréditaire. Et justement, on fait la circoncision sans prendre aucune précaution. Donc, dans une famille, normalement, quand on doit faire une circoncision, on doit faire des tests préopératoires pour être sûr qu'on n'est pas dans cette situation-là. Mais quand on ne le fait pas et que pour une première fois on circoncie un enfant, un garçon dans une famille et qu'il saigne de façon anormale, il faut se dire que, attention, il faut faire les examens désormais. Voilà. D'ailleurs, déjà au 5e siècle avant Jésus, quand on regarde dans le Talmud, c'est déjà inscrit dedans que si dans une famille, vous savez, il y a des règles très strictes au niveau des Juifs pour pouvoir, pour respecter certaines traditions. Il est dit dedans que quand dans une famille, un premier enfant subit la circoncision et en meurt, un second enfant subit la circoncision et en meurt, le troisième enfant est exempté de la circoncision. Ah bon? Parce que ça a été déjà connu depuis ce temps-là. Ok. Oui. Ben, au moins, nous avons eu un parent qui a dit que c'est suite à la circoncision de son enfant que lui, il a pu constater cela. Madame, vous qui avez un garçon, votre enfant, il est circoncis, il a quel âge aujourd'hui?
Il a moins de 4 ans, mais je n'ose pas le circoncire encore, raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés dans un creuset pour pouvoir... Vous avez peur de quoi? Oui, j'ai peur. D'autant plus qu'il y a des médecins aujourd'hui. Oui, justement, pour faire face à cette maladie, il faut des médicaments. Et le médicament, c'est le facteur 8, que nous n'arrivons pas toujours à avoir de façon concentrée. Nous utilisons beaucoup plus le plasma frais congelé. Oui, le docteur en a Et parlé, mais le plasma voilà. frais, est-ce qu'il peut remplacer valablement le facteur Dedans, 8 ou nous avons le facteur 8, puisque ceux qui donnent le sang ne sont pas déficients. Seulement que la quantité de facteur 8 dans le plasma frais congelé n'est pas suffisante, n'est pas très important. Pour faire une circoncision, il faut que nous ayons du facteur 8, effectivement, qu'on l'injecte à l'enfant, et dans la durée de vie de ce facteur 8-là, on lui fait la circoncision, il n'y aura aucun problème. Donc, c'est des dispositions à prendre. Et Donc, tous ces patients-là... normalement, alors, les enfants... Bon, si on n'a pas encore détecté l'hémophilie chez un enfant, on ne doit pas lui faire la circoncision à la maison. On fait un test préopératoire, le test qu'on fait quand on veut faire une intervention chirurgicale. On fait ce test préopératoire et on aura des indications s'il est hémophile ou pas, s'il a un déficit ou pas. À partir de ce moment-là, si on constate des traces, des indications de déficit, on va approfondir et savoir quel est le déficit qui est en question et on prendra les dispositions qu'il faut avant d'opérer. Ce n'est pas seulement valable pour la circoncision. Toute intervention chirurgicale doit pouvoir être objet d'un test, un bilan préopératoire. Ok. Ben, madame, je sais que dans les coulisses, vous avez eu à me dire, hein, on fait la promotion, la vulgarisation de la vaccination, tout ça, mais vous n'avez pas pu terminer la vaccination de votre enfant. Toujours pour ça. Bien sûr, madame. Mais dans le même temps, vous évitez quelque chose, mais il y a également des risques de, comment on appelle, la rougeole, la polio, tout ça. Tous les vaccins qui doivent se faire par voie intramusculaire doivent être, enfin, tous les soins qui doivent se faire par voie intramusculaire doivent être évités. Parce que si on fait une injection dans les muscles et que le malade se met à saigner, on ne pourra pas maîtriser. Mais que faire alors de ces bébés-là pour leur vaccination et autres? Au cas par cas, on prendra les dispositions qu'il faut. Mais donc, pour l'instant, on ne peut rien. Il ne faut pas faire des injections intramusculaires. Il faut éviter ça à tout prix. C'est contre-indiqué chez ce patient hémophile. Mais votre enfant aujourd'hui, est-ce qu'il est normal? Comme tous les autres enfants, il mène toutes les activités possibles? Oui. Il va à l'école? Il va à l'école, il se porte bien. Seulement que par moment, il ne manque pas d'hématome. Sinon, il se porte bien comme tous les autres enfants. Il suffira qu'il joue, qu'il se cogne le genou contre une table. C'est fini, il va se mettre à saigner. Donc, est-ce à dire que, bon, c'est vrai, le châtiment corporel est interdit? Ah non, c'est interdit. Donc, l'enfant, on ne peut pas le taper. Non. On ne peut pas le mettre à genoux non plus. Non. Mais là, lui, il est gracieux. Ça, je peux dire que ça, c'est aussi intéressant quelque part. Mais, alors, madame, dites-nous aujourd'hui, c'est certainement la raison pour laquelle vous êtes amenée, parce que vous êtes la présidente de l'association. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez créé une telle association. Son objectif précis? L'objectif de l'association, c'est d'abord nous réunir au sein d'un creuset et pour pouvoir résoudre ce problème-là, c'est-à-dire médecins, malades, y compris les sympathisants, se sont réunis dans un creuset pour nouer aussi un partenariat avec d'autres pays afin qu'on ait ces facteurs-là. Pour qu'en fait, les autres pays dans lesquels il y a une telle association. Oui, il y a une association mondiale des hémophiles, l'association française d'hémophiles, qui ont décidé d'aider les pays en voie de développement pour mettre à disposition des médicaments parce qu'ils savent que eux, ils arrivent à produire ces médicaments-là et à se soigner. Et dans le cadre de certaines activités scientifiques, ils se sont rendus compte que dans les pays en développement, que c'est plutôt difficile. Donc, c'est un mouvement de solidarité qui se crée. Et pour bénéficier de ces appuis-là, quand on a une association bien structurée et fonctionnelle, alors on peut avoir et on peut bénéficier de ces structures-là. Il y en a déjà dans certains pays comme le Sénégal, le Mali, je crois aussi, le Niger. Et est-ce qu'on a nécessairement besoin de créer une association avant d'avoir ces C'est une modalité qui permet d'être sûr que les choses se feront de façon très bien. Donc, c'est dans ce cadre de convention entre deux associations que les choses peuvent se faire au mieux. Et là, les médecins jouent quel rôle alors? Nous sommes conseillers. Nous sommes conseillers des membres de l'association. Ok, d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, madame, vous êtes combien dans cette association-là aujourd'hui?
Nous sommes une qui cinquantaine. est en voie d'enregistrement. Oui. Créé, mais l'enregistrement est en cours. Oui, l'enregistrement est en cours. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes une cinquantaine. Donc là, on peut dire qu'il n'y a que 50 hémophiles au Bénin. Non, il n'y a pas que des hémophiles. Mhm. Moi, je ne suis pas hémophile. Mais vous êtes de l'association. Je suis de l'association. Ok, d'accord. Et il y en a comme ça, c'est sympathisant, et pour qu'on puisse soutenir les parents et ceux qui sont malades. Et ils sont au nombre de combien au Bénin? Les hémophiles, bon, disons que nous avons fait un travail en 2000. Oui. Nous avons à peu près 29 hémophiles en ce temps-là, et venant de 26 familles. 29, Donc, 29 ouais. de six Mais il y a de nouveaux malades qui sont venus s'ajouter. Je pense qu'on doit être à une cinquantaine de familles aujourd'hui. Et cette maladie existe. Cette maladie existe. Et nous, du travail que nous avons fait dans les années 90, on estime la prévalence, la fréquence à 1 pour 25 000 hommes. 1 pour 25 000 hommes Ouais, au Bénin. Oui. Et nos patients que nous avons pu recenser en ce temps-là proviennent surtout du zoo et de l'OME, Du zoo si et de l'OME. j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'on peut savoir si ces zones-là, Non, on ne peut pas dire, mais il faut qu'on fasse un travail plutôt systématique d'abord parce que, comment nous avons fait ce travail-là, on a consulté nos dossiers, d'accord, pendant 7 ans. Les patients que nous avons eu qui viennent pour des problèmes de saignement, on a consulté donc les dossiers. Et puis, quand nous sommes au laboratoire et que nous constatons qu'il y a des anomalies de l'hémostase, tout cela, on leur fait systématiquement tous les tests pour voir s'ils sont hémophiles. C'est comme ça que nous avons pu recenser 29 patients provenant du zoo, des deux départements. Donc, c'est ce que nous avons eu. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire une inférence à partir de là, c'est vrai, mais c'est ce que nous avons constaté. Et puis, on va poursuivre le travail maintenant. Maintenant que l'équipe s'est renforcée, on va pouvoir faire un travail beaucoup plus systématique et on va pouvoir apprécier vraiment ce qu'il en est. Est-ce qu'il en existe dans les autres départements ou pas? En principe, il doit en avoir quand même. Ouais. Alors, Madame Vion-Ojo, dites-nous aujourd'hui, quelles sont vos attentes? En créant cette association, est-ce que les autorités du ministère, c'est vrai, nous avons le directeur général de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, mais est-ce que les autorités du ministère de la Santé sont informées? Est-ce qu'elles vous accompagnent? Madame, vous pouvez m'aider, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'association est toute nouvelle. L'association est toute nouvelle et nous aurons le temps de présenter l'association à nos autorités de tutelle. Ainsi, ils sauront que cela existe et puis nous, ensemble, nous verrons comment faire pour que cette maladie soit mieux connue de la population. Sinon, avant ça, il n'y a aucune action au niveau du ministère contre Ils ne savent pas. Au niveau du ministère, ce n'est pas connu, c'est une maladie rare. Il y a tellement de priorités. C'est bien bizarre. Non, le problème n'a pas été posé à ce niveau-là, en quelque sorte. C'est seulement au niveau du service des maladies du sang, donc là où il y a des spécialistes, que nous savons que cela existe et où nous prenons soin des patients. Là maintenant, nous sommes en train de nous organiser pour faire mieux connaître la maladie, tant au niveau de la population que des médecins, des agents de santé. Et de ce point de vue-là, je voudrais, si vous le permettez, préciser un certain nombre de choses. C'est une maladie qui a besoin d'un suivi vraiment régulier, parce que les complications existent. Les complications existent. Alors, quand le patient saigne, généralement, c'est dans les articulations et puis dans les muscles. Et quand il saigne dans les articulations et que cela se... Donc, ce sont les sites dangereux. Oui, c'est les sites dangereux. Imaginez que vous saignez tout le temps dans votre genou. Comment vous allez vous porter après? Le genou ne peut plus supporter le corps. Et justement, quand les sièges de fréquence, c'est d'abord les genoux dans plus de 60% des cas, après c'est les coudes, les poignets, les chevilles, et à partir de ce moment-là... Il est immobilisé. Est-ce que cet enfant-là, on est alors en chaise roulante? S'il n'y a aucun suivi, des complications vont rapidement se mettre en place jusqu'à l'ankylose, l'articulation sera bloquée et ça va faire, au plan fonctionnel, l'enfant ne pourra plus bouger. La croissance va être perturbée et il ne pourra même plus aller à l'école, etc. C'est très difficile. Et quand la maladie évolue de façon naturelle, c'est à ces complications-là que nous arrivons. Il peut saigner également dans la gorge, il peut saigner dans... Un peu comme ces images que nous avons. Là, c'est des saignements au niveau du genou. Oui, c'est des saignements du genou. Quand la complication se met en place, l'articulation prend beaucoup de volume et tout est perturbé à ce niveau-là. Donc, l'enfant ne pourra plus
Là, c'est carrément une perte pour la nation. C'est une perte, c'est une perte. Mais est-ce qu'il arrive que certains vivent avec jusqu'à... Le suivi correct, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, permet d'anticiper sur ces complications et de les éviter. Ainsi, l'enfant pourra évoluer normalement au plan scolaire, au plan de sa croissance, et c'est des citoyens que nous allons gagner quand la prise en charge se fait correctement. Et là, nous sommes en train de nous engager dans la voie d'un suivi correct. Et l'association nous conduira, enfin, nous mettons en place ce qu'il faut pour que le suivi soit le mieux possible à partir de maintenant au niveau du Bénin. D'accord. Ce qu'il faut encore, c'est il faut encore aller chercher certains dans les zones reculées qui vivent avec ces enfants-là, mais qui ne savent jamais que c'est de l'hémophilie qu'il s'agit quand ces enfants saignent abondamment sans arrêt. En fait, ça passera par la formation des agents de santé, notamment nos médecins qui sont en périphérie. Et dans le cadre de nos formations... Nous allons revenir sur les perspectives tout à l'heure. Parlant des hémophiles qui peuvent vivre avec la maladie si le suivi est bien fait. Je sais que nous avons également des hémophiles sur le plateau. Nous allons leur donner la parole avant de retrouver le docteur Zoron pour les précisions. Voilà. Vous êtes hémophile? Oui. Voilà, présentez-vous. Ok, vous pouvez y aller dans la langue qui vous convient. Le fongbe ou vous voulez? Bonsoir. Bonsoir. Non, quelqu'un Didier. Je suis vitrier. Vitrier. D'accord. Vous êtes vitrier? Oui. Et vous êtes hémophile? Oui. Comment vous arrivez? Dès nos voisins, il y a des hémophiles sont pour éviter bon. On est à Wanami, nous avons bafilé l'école. Non, c'est nous va se ranger. Bon, moi t'es qu'à nous pas les maman qui n'a d'ondo parce que quand même il y a des groupes docteur là tout dit vous il y a des groupes maman qui c'est quoi là tomber quoi il faut tomber pour faire tout vite voilà quand le temps là ben maman qui a au camp tout temps là grâce à elle, vous êtes là aujourd'hui. Sinon, et là, bon, c'est normal, l'enfant ne sera pas hémophile, d'autant plus que le papa n'est pas conducteur. Le papa a son chromosome X qui est déficient. Quand l'enfant qui va naître est une fille, la fille sera transmettrice. Parce que sur le chromosome X qu'elle va avoir du père est déficient dans le gène de l'hémophile. Ce qu'elle va avoir de sa mère sera certainement normal. Et puis, ça va se compenser. Mais cette fille-là, si il a une fille, quand elle va avoir un garçon, et si à ce garçon-là, elle donne le chromosome X malade, l'enfant va être hémophile. Ah d'accord, mais aujourd'hui maintenant, comment vous arrivez à exercer votre métier? C'est peut-être à cause de cela que vous avez, bon, je n'affirme pas cela, que vous avez quitté, vous avez laissé les classes, l'école? D'accord, donc vous avez pu vivre tranquillement, facilement avec... Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? Dès le azon, 11 ans, baou, kabi, comme nous doulons notre yéndé. Bon, pour le moment, Amadouan, Franco, support, dès que nous sommes gagnés d'ici, à planter les assimi. Bon, mon fils, nous sommes ne repos. Pour me lancer à planter les dos. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Remettez le micro à quelqu'un d'autre. Je crois que ça doit être la maman d'un hémophile. Vous êtes aussi hémophile. Bon, j'aurais bien aimé qu'on... Il y a un petit là, il est hémophile. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il se prenne. On va revenir sur vous tout à l'heure même. Bonsoir, comment tu vas? Bien. D'accord. Alors, présente-toi. Comment on t'appelle? Je m'appelle Amoussou Félissa. Tiens bien le micro. Je m'appelle Amoussou Félissa. Je suis un élève en classe de CM2. CM2. Oui, c'est la maladie d'hémophilie que j'ai. Tu as la maladie de l'hémophilie. Tu es ici avec tes parents?
Tu es venu avec tes parents? Oui, c'est avec ma mère. Ah, c'est avec maman. Ok, alors j'aurais bien aimé. Bon, d'abord en classe, comment tu vis? Je vis bien. Tu t'amuses correctement, tu fais ce que les autres enfants font normalement en classe? Non. Si la situation me fait le sport, moi je ne fais pas parce que si je fais un peu maintenant, c'est le bras qui commence et je ne peux pas. Ça peut rester comme ça, je ne peux pas. Tendre le bras. Tendre le bras comme ça. Ou c'est le pied qui va commencer, je ne peux plus marcher pour aller à l'école. Et je veux ça à la maison. Jusqu'à ce que ça passe avant que je commence. Tu nous reprennes. Est-ce qu'il t'arrive de rater les cours très souvent à l'école? Tu n'es pas régulier en classe? Non. Toujours à cause de la maladie? Mais ce temps-là, il m'a laissé un peu ce temps. Maintenant, ça va un peu mieux. Ça Tu va ne un peu vis mieux. plus les situations du genre en tant que telle. Oui. Et tu te prépares très bien maintenant pour l'examen? Oui, je prépare bien pour les Tu seras admis. On va passer chez toi pour savoir si tu es admis, hein, Oui. après les résultats. Ok, bonne chance à toi. On va remettre le micro à la maman. Bonsoir, tata. Nemi de bon. Ils ont gagné. Et on... Écoute, les amis, Oh, et on est mis dans une comité nous mis. Hélène, les coteaux. Hélène. Hélène quoi? Hélène, les coteaux. Les coteaux. Et dans la prise en charge de votre enfant, voici un traitement, mais on... Et quand on veut, nous mis à quoi nous encore 10 000 nous comptons mais tout dans la zone de mois, mais tout mois quoi. Donc beaucoup pour à fois kaka. Oui, nous avons na doit quoi la sitia. On va y en vite le pour et qu'on s'y codiwa. Bon il a ba là ah, viens ça fana no le bana no gbe yaji. No amasile dem blonde. Et da yo na yegi toto we. We no wa ku tono chanta no toto we na ya. Bon wa kabia mele do kati etile do ma meteza. Bon wa meteza bloka ka wa se mi do senansi. Je mi wa senansi kwa no vite zanza da kwa no vite zanza ki kene. Kwa de di. Mon no vite un no gumi kaka. Ba de o ni ma riesi we no bi to mi blu. Donc mi de wa di o kwa wa vobi. Mo ti we gbe. Wacho mi wa ku edo pelede ndo je iwaji ne amo no afoni e no afoni kaka wa so no bule e si ha keke die ya e do fine de ogbune a no pele to ele o to we de mi na ibo no to no pele je to ne na una tik kaka na san kaka chu na do ti ni de mi na ile no to ele na ile o no di hesi bo chichu e kaka humbi no pele san ti bi no pele. Donc, des fois, je suis dit, je vais aller te pele. À moi, on doit honir mon sia. Et mon ballon de catio. Et na ho, d'autres la caconi, non, ma ho ballon. Et quand moi, moi, c'est des hublés, on a mis qu'on a zoé, ouais. Et quand vous caca en quoi, ya. Et là, il faut comprendre, à jeune âge, c'est difficile de les maîtriser. Il doit se distraire, se détendre, tout ça. Ben, on ne peut que vous soutenir dans ça. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. On espère vraiment que les partenaires, les décideurs nous suivent et pourront accompagner cette association-là. Merci beaucoup, maman. Ce qui est sûr, pour ceux qui n'ont pas compris le français, très brièvement, c'est elle qui a pris en charge son enfant. Malgré toutes les difficultés, au moins aujourd'hui, elle n'a plus rien. Et grâce à l'association, elle a repris. On espère vraiment que les objectifs de l'association seront atteints pour que ces enfants puissent être, pourquoi pas gratuitement, être pris en charge. Alors, docteur, parlons de la prise en charge. Pourquoi c'est autant coûteux? C'est la nature du produit. C'est le facteur 8 et c'est un produit... Ça coûte combien? Oh, là, c'est des centaines de milliers, une ampoule. Des centaines de milliers. Je n'ai pas une idée du coût. Peut-être que le docteur Zohon... Oui, remettez rapidement le micro, docteur Zohon. Oui, docteur, on vous a eu à travers le reportage. Oui, et comme on l'a dit, une ampoule, ça revient alors de près de 500 000. Minimum. Une ampoule? Oui. Minimum. Et minimum. Un enfant, bon, en tout cas, un hémophile peut utiliser combien? Lorsque vous êtes en période de maladie, et ben, on en utilise de grandes quantités. Et c'est pour cela, je le disais dans le reportage, le traitement annuel s'est évalué de l'ordre de près d'une quarantaine de millions si on doit utiliser le facteur 8. Quarantaine de millions? Oui. Par an? Oui. Et ça, c'est pour des enfants de faible poids. Parce que c'est par rapport au poids du malade. Et si c'est un individu de grand poids, ben, c'est encore plus cher. Wow. Oui. Là, si les obèses, les hommes obèses hémophiles, là, ils vont payer très cher. Ça coûte cher parce que le produit est un dérivé du plasma.
C'est là le lien avec la transfusion. C'est le plasma, du plasma qu'on peut tirer le facteur 8. Et quand c'est fait ainsi, ça demande tout processus. Maintenant, de plus en plus, on a le facteur 8 fait par génie génétique. Donc, recombiné. On le fait de façon recombinée, c'est-à-dire qu'on le produit de façon artificielle, si vous voulez. Mais à travers non pas à travers le plasma, à travers des techniques de génie génétique. Okay. Donc, ça coûte plus cher. Et c'est pour ça que nous n'avons pas vraiment accès à cela. Mais est-ce que c'est sur commande qu'on obtient ces produits ou c'est disponible là, mais les patients n'ont pas les moyens de les obtenir? Comme c'est très cher et que cela ne coûte pas, les pharmacies n'osent pas importer cela. Voilà, donc maintenant, à travers l'association, dans le cadre du partenariat qui va s'établir, on pourra nous envoyer les facteurs 8 pour pouvoir répondre à des situations particulières. Par exemple, il y a à peu près 3 mois, un jeune homme a fait un accident, on doit l'opérer au niveau des os. Et c'est un hémophile. Il faut faire comment? Il faut du facteur 8 pour le faire. Dans ces cas-là, l'association pourra nous soutenir et on pourra faire ce traitement-là. Mais voilà. Un patient qui aujourd'hui a les moyens peut se l'acheter. Peut se l'acheter, mais là, ça va venir de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur, on fait la commande. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous dit que déjà à Lomé, au Togo ou à côté, cela coûte moins cher qu'au Bénin? Ça, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier. Vous n'avez pas les précisions. Mais ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons déjà ici, avec le plasma frais congelé, on arrive à régler les problèmes les plus ordinaires. D'accord. Voilà, c'est dans une situation vraiment délicate comme ce jeune homme qui devait suivre une intervention orthopédique. Là, ça dépasse le moyen. Le plasma frais ne pourra pas parce que la quantité de plasma frais congelé dans un plasma est très faible pour pouvoir répondre à ce besoin-là. D'accord. Ouais. Nous allons rapidement retourner dans le public. Monsieur. Bonsoir, oui, bonsoir, oui. Je suis monsieur Poudé Odilon. Oui. Je suis venu ici pour l'ABH. Je suis venu ici pour l'association de l'ABH du CNHU. Vous êtes hémophile? Oui, je suis hémophile. Vous aussi, vous êtes hémophile? Oui. Mais gardez bien le micro. Je suis hémophile. D'accord. Oui. Et comment est-ce que vous vivez votre vie aujourd'hui? Vous faites d'abord quelle activité? Je suis électricien automoto. Et comment est-ce que vous gérez là? Il ne vous arrive pas de vous blesser? Je gère bien, je fais attention parce que pour pouvoir avoir un blessé là, je suis venu à CNHU, je dépense trop. C'est pourquoi je me fais beaucoup attention. D'accord, mais vous avez un foyer aujourd'hui, vous avez une famille? Oui, j'ai l'enfant. Un garçon ou une fille? Un garçon, une fille. Et les enfants? Oui, ils se portent bien. Très bien. Il n'y a pas hémophile. D'accord, mais quel est votre souhait aujourd'hui pour que vos dépenses vous soient allégées? Bon, pour que mon dépense soit allégée... le traitement est à vie. Ah oui, le traitement est à vie. Pour que mon dépense soit allégée, c'est pour l'association, notre association qui va se développer d'abord que ça soit léger. Okay. Sinon, vraiment, si je suis venu à CNHU là, je dépense trop même. Trop. En fait, le facteur 8, on ne le donne pas tout le temps. C'est pourquoi toujours je fais économie pour ça, pour cette maladie. Ah bon? Ah oui. Sinon, vraiment, si ça arrive, et puis tu n'as aucun sou dans ta poche là, vraiment, tu vas mourir. Donc vous gardez toujours, vous prévoyez toujours quelque chose à côté au cas où? Oui, en cas où ça arrive, je vais rapidement à CNHU. Et c'est au CNHU seul que... Aujourd'hui, c'est seulement au CNHU qu'on peut prendre en charge correctement les hémophiles. Pourquoi cela? Parce que les compétences n'existent pas. Actuellement, comme hémato, en activité, il y a le docteur Baglo, il y a moi, et puis il y a le docteur Zong qui nous soutient, qui est médecin biologiste. Donc il nous faut former plus d'hématologistes. Donc là, il n'y a que 3 au Nous CNHU. sommes 2 hématologistes et avec le docteur Zong qui est médecin biologiste, qui est avec nous en hémato et qui a des compétences en hématologie. Oui. Donc il nous faut beaucoup plus d'hématologistes, au moins un hématologiste par département. Pour pouvoir prendre en charge ces situations-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout, ce n'est pas le cas et on a du mal à se faire entendre. Ok, d'accord. Je crois que, bon, monsieur.
hémophile ou parent d'hémophile? Non, je suis étudiant en médecine. On me nomme Parfait Daoui Sadiakije. Ok. Je suis le président de l'association des étudiants en médecine de Cotonou. D'accord. Est-ce que on vous a enseigné déjà? Oui, nous avons fait des cours sur la pathologie, déjà en deuxième année avec le professeur Nani. Est-ce que cela revient encore quand on fait les spécialisations déjà en hématologie? Est-ce qu'on peut réétudier cela de façon plus... En troisième année, on reprend cela parce qu'on fait la pathologie. En deuxième année, on fait surtout on fait la partie fondamentale, biologie. Et en troisième année, on fait la pathologie. Maintenant, on n'a pas d'autres opportunités, sauf le stage interné où on peut rencontrer, si on vient en hémato. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire des stages aux étudiants à ce niveau-là. Quand ils viennent en transition sanguine ou bien en hématologie, alors ils peuvent en reparler. Toujours est-il que il aurait fallu plus de temps pour pouvoir faire revenir tout cela et leur donner des aptitudes avant de les libérer. Mais ce n'est pas encore le cas. Pas encore le cas. Est-ce que dans votre entourage, vous êtes du domaine santé, est-ce que dans votre entourage, vous avez pu constater des situations du genre? Pas encore. Pas encore. Raison pour laquelle l'association des étudiants en médecine de Cotonou a décidé de soutenir l'association des hémophiles du Bénin dans le cadre de la sensibilisation pour que la population soit plus informée sur cette pathologie qui est très rare. Ok, merci beaucoup. Alors, je reviens rapidement ici. Je vous vois, je préfère vous poser la question. Madame Villon Ojo, aujourd'hui, la famille, vous, comment arrivez-vous? Vous êtes chef d'entreprise, c'est grâce à ces moyens-là que vous arrivez à subvenir aux dépenses de vos enfants, de votre enfant, parce que là, pour vous avoir écouté avant le plateau, par trimestre, vous êtes à l'hôpital. Effectivement. Les débuts étaient assez difficiles, comme je faisais le tour des hôpitaux. Donc, par trimestre au moins, il fallait dépenser au moins 250 000 francs pour... Par trimestre, au moins 250 000. Oui, au moins 250 000 francs par trimestre pour soigner l'enfant. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Depuis que j'ai eu le CNHU, on se sent bien. Et suite à des hématomes, on essaie de faire avec. On fait avec. Donc, je suis en attente des facteurs pour pouvoir le circoncire et pour bien me sentir. Parce que le problème se pose toujours. Elle a peur de circoncire son enfant. Maman aussi là-bas, son enfant déjà encore au CM2 n'est pas encore circoncis. Toujours pour ça. C'est bien terrible. Alors, monsieur le directeur, l'Agence nationale pour la transfusion sanguine n'a pas un rapport avec ça? Si. C'est des maladies du sang. Oui, c'est des maladies du sang, justement. Est-ce qu'il faut être d'abord en manque de sang pour que l'agence soutienne? Non, non, ce n'est pas ça. Nous invertions à produire du plasma frais congelé qui nous permet de répondre à beaucoup de circonstances, dont le traitement des hémophiles aussi. Donc, être capable de produire le plasma frais congelé, c'est une opportunité que... Enfin, c'est un genre de performance, si vous voulez, qui permet de répondre à ces besoins-là. Ça se fait aujourd'hui dans au moins 3 antennes départementales. Donc, ce n'est pas ça, ça ne manque pas de façon générale. Ce n'est pas la même chose que pour les culoglobulaires qui sont beaucoup plus consommés que les plasmas frais congelés. Ça existe, mais dans des circonstances données, le plasma frais congelé est dépassé parce que ne permet pas de faire face à la situation. Et quelles sont aujourd'hui les avancées dans la thérapie, dans le traitement du mal? Du mal aujourd'hui, c'est le facteur 8 recombiné qui permet de faire face avec le moins d'effets secondaires possible. On n'est pas encore à ce stade-là au Bénin. Non, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Et nous nous évertions avec l'association qui est mise en place. On va aller un peu plus loin avec l'appui des partenaires qui nous attendent du reste. D'accord. D'accord. Alors, le micro au docteur Zo. D'accord. Docteur, je vous pose la question. Déjà, on vous a suivi pendant les consultations et autres. La prise en charge de ces patients, c'est vrai, c'est coûteux, mais combien vous en recevez? Je dirais pas par jour ou par semaine, d'hémophiles à traiter? Ça dépend des moments. Vous pouvez faire 2 semaines sans avoir aucun patient en consultation. Tout comme le même jour, vous pouvez en avoir 2-3 en consultation. D'hémophiles? Oui, d'hémophiles. Parce que soit c'est des enfants qui sont tombés
qui ont joué au ballon, qui ont eu un traumatisme, ou même qui ont saigné de façon spontanée. Oui, parce que là aussi, ça, c'est connu, cela arrive. On saigne de façon spontanée. Oui, ça arrive. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a un nombre régulier par jour, une moyenne. Ça dépend des moments. Mais est-ce qu'il y a des périodes favorables, des périodes à risque pour ces hémophiles? Pas spécifiquement. Pas spécifiquement. Il y a des moments où on en a, il y a des moments où on n'en voit pas. Je peux dire que, par exemple, sur les 2 dernières semaines, on n'a pas eu d'enfants hémophiles. Mais quand on remonte à un mois en arrière, on en a eu, qu'on en a géré 2, 3 cas dans le service. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois, bon, c'est pas ce qu'on souhaite, mais ils obtiennent tous satisfaction quand ils viennent? Oui, dans la grande majorité des cas, comme le professeur l'a dit, avec le plasma frais congelé qui existe, qui est disponible, on arrive à faire face à la plupart de ces situations de saignement. D'accord. Oui. Mais vous avez toujours besoin de ces facteurs-là? Oui, parce que quelquefois quand même nous vivons des cas dramatiques ou des saignements intracrâniens qui nécessitent d'aller plus loin que le plasma frais congelé. Et malheureusement, des fois, l'issue est fatale. Mais parmi ces patients-là, qui sont les plus fréquents? Est-ce que ce sont les enfants? Bon, ça ne peut être que les enfants, je crois, hein? Mais les personnes âgées aussi viennent? Oui, nous recevons beaucoup plus les enfants, mais les personnes âgées aussi. Comme vous l'avez vu, vous avez des personnes âgées qui sont des hémophiles sur ce plateau. Nous recevons aussi des personnes âgées qui pour tel traumatisme. Et voilà. Mais la durée de vie de ces patients-là, de ces hémophiles? Non, lorsque le suivi est correct, régulier, et qu'on a un recours précoce aux soins, généralement, l'espérance de vie est tout à fait normale. Oui, on ne va pas mettre une barre pour dire que c'est des patients qui meurent avant l'âge de 40 ans, qui meurent avant 50 ans, non. Un suivi régulier, dans le traitement, rapide, dans le suivi. Oui, un recours rapide, précoce, devant tout ce qui est signe d'alerte. Donc peut-être qu'il faut aussi qu'on apprenne à éduquer, et ça aussi l'association va nous y aider, les familles, les malades, devant le moindre signe qui inquiète, à recourir très rapidement aux soins. D'accord, merci beaucoup. Alors, professeur, pour terminer, des propositions aux décideurs, nous avons une nouvelle équipe aujourd'hui à la tête un nouveau ministre, nous avons une nouvelle équipe, tout ça. Qu'est-ce que vous leur proposez déjà pour accompagner cette association-là? Oui, pour accompagner les hémophiles. Je pense qu'il y a deux axes d'action. Le premier axe se trouve au niveau des praticiens. Organiser l'association pour que les informations circulent et que le patient hémophile sache de quoi il souffre et les dispositions qu'il doit prendre pour se protéger. Il y a beaucoup de prévention à faire, beaucoup d'éducation pour la santé à faire. Aussi bien le patient que les parents. Dans cet environnement-là, on peut prévenir beaucoup de choses. Deuxième chose, c'est le système sanitaire en entier qui est impliqué. C'est un peu comme la drépanocytose. Quand le système sanitaire est organisé de manière à pouvoir assurer des soins de qualité, le patient entre dans ce système-là, il doit pouvoir s'en sortir. Donc c'est un problème global. L'hémophilie est du même ordre que la drépanocytose. Le suivi depuis l'enfance, pendant toute la vie. Donc le gros problème maintenant, c'est faire fonctionner notre système sanitaire en tant que système sanitaire vraiment. Et mettre les ressources qu'il faut, financières, humaines. Et je pense qu'on doit pouvoir gérer cela. On ne peut pas dire qu'on va sortir l'hémophilie en tant que tel. Et puis le RAMU, il faut que le RAMU réussisse. Il ne faut pas que ce soit un échec. Si on arrive vraiment à le faire réussir, tout cela va rentrer doit pouvoir se gérer correctement, à mon avis. D'accord. Madame? Pour ce mot de fin, je lance un SOS à toutes les autorités de notre pays de bien vouloir nous aider à éclore cette association, à nous faire connaître, pour qu'on puisse sensibiliser plusieurs couches et évoluer. Et surtout aller dans les zones reculées. Bien sûr, aller dans les zones reculées et avoir ce que nous voulons, c'est-à-dire surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous, parents, hémophiles, médecins
et sympathisants. D'accord, mais est-ce qu'ils vous accompagnent aujourd'hui? Est-ce que vous avez des partenaires pour la création de cette association ou vous l'avez juste porté, vous, hémophiles, parents d'hémophiles? Non, il y a nos conseillers, les médecins qui sont notre appui. On compte sur eux pour pouvoir vraiment s'éclore. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie également, vous, cher public, pour la présence, la participation. Voilà, chers téléspectateurs, c'est terminé pour cette émission consacrée à l'hémophilie. Le 17 avril de chaque année, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Mais c'est un mal, c'est une maladie que beaucoup ne connaissent pas. Hémophilie, aujourd'hui, vous avez pu avoir une idée de ça. D'accord. Il y a une conférence le dimanche avril. À la faculté des sciences de la santé, une conférence aura lieu sur l'hémophilie pour pouvoir parler de long en large sur l'hémophilie. La sensibilisation. Tout le monde est attendu ou tout le monde est invité? À la FSS. D'accord. Pardon? D'accord. Donnez un contact rapidement. Le 61 56 28 99. Ok, merci beaucoup. Le 61 56 28 99. Pour suivre cette conférence-là. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez toutes les précisions. Participez à cette conférence pour avoir plus d'informations. On ne sait jamais, vous avez peut-être un hémophile chez vous. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, hein, parce que c'est trop de dépenses là. Merci beaucoup pour l'attention. On se dit à très bientôt pour un autre numéro du Forum du jour.